Bonsoir Axel Kahn. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président de la Ligue contre le cancer, médecin généticien. Juste une chose, comment vous réagissez face à ce mea culpa télévisé d'Angela Merkel après, encore une fois, avoir voulu imposer ces mesures aux Allemands? Ce n'est pas une erreur sanitaire, c'est une erreur psychologique et politique. S'il y a 5 jours durant lesquels il vaut mieux ne pas totalement interdire aux personnes de fêter leur culte, éventuellement de se voir avec toutes les mesures barrières, c'est bien les fêtes de Pâques qui sont les fêtes les plus importantes de la chrétienté. En fait. Donc, en effet, je le mets sur le compte d'une erreur. L'Allemagne est dans une meilleure situation que la France parce que elle avait fait un gros effort et elle était à un taux d'incidence de 50-63. Maintenant, elle est aux alentours de 100. Je vous rappelle qu'en Ile-de-France, on est à 563. On ne peut pas comparer. Juste sur les fêtes religieuses, professeur. Comment? Juste sur les fêtes religieuses, professeur. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avait aussi interdit de célébrer les fêtes juives Kippour. Et il n'y avait pas eu d'excuses derrière, ils les avaient vraiment appliquées. Peut-être que l'urgence parfois nécessite oui, mais de neutraliser totalement, je ne sais pas. Mais... Je suis d'accord. Je suis d'accord si on dit il y a une période d'un mois durant lesquels il faut à nouveau que l'on diminue considérablement tous les contacts physiques. Mais décider qu'il va y avoir une diminution particulière des contacts physiques pour le week-end pascal, avouez que c'est maladroit. Mais vous qui avez parfois ces derniers mois été critique face au choix qui avait été décidé par le pouvoir en France. Vous croyez? Oui, même souvent. J'ai le droit de dire souvent, je dis souvent. Comment vous accueillez ce mea culpa? C'est-à-dire que est-ce que vous imaginez en France un ministre, un Premier ministre, un président venir à la télé, convoquer entre guillemets les journalistes pour dire « Je me suis planté, c'était une erreur, pardon ». J'ai observé, pratiquement. C'est-à-dire que pour l'essentiel, la décision à un moment donné de continuer à vivre avec une circulation virale extrêmement importante, tout le monde l'a dit et vous l'avez analysé, a été une décision individuelle du président de la République. Au sortir des fêtes de Noël, il a décidé de ne pas terminer le boulot qui avait été entrepris par le confinement de novembre. On avait entendu énormément d'autres choses, d'autres perspectives de la part de Gabriel Attal, de la part d'Olivier Véran, et puis on les a vus venir, non pas s'excuser, mais même manger leur chapeau par rapport à leurs déclarations antérieures. Donc vous voyez, ça n'est pas très très loin. Mais ce ne sont pas les plus hauts personnages de l'État. Bon, Géraldine Vosner, l'image comme ça, on pourrait la transposer à la France, cette image-là que l'on vient de voir? Ce serait souhaitable, hein. Je pense que c'est toujours... je ne sais pas, là, je suis pas... je ne sonde pas les âmes, donc... mais effectivement, ce serait souhaitable, parce que différentes personnes auraient des raisons, en fait, de le faire. On va pas réécrire à chaque fois l'histoire. Le problème, il est maintenant. Et c'est vrai que on comprend aussi dans la population ce sentiment de fatigue, d'exaspération, de colère qui est lié au fait que la stratégie depuis le mois de mars dernier n'a toujours pas changé. C'est-à-dire, vous avez plusieurs stratégies. C'est soit l'éradication, c'est ce qu'on a tenté de faire avec le mois de mars l'an dernier. On dégage le virus et après on surveille les reprises de flammes. On n'a pas surveillé les reprises de flammes. Donc, l'épidémie a repris. Alors, on a refait un confinement, mais c'était un peu moins. Là, on retente. Qu'est-ce qu'on met en place pour vivre avec, puisqu'il est entendu que la vaccination va être longue. Alors là, c'est pas forcément de notre fait lié aux livraisons de doses de vaccins. Qu'est-ce qu'on fait pour passer les 6-8 mois qui sont devant nous sans confinement, sans nouveau stop and go, qui sont épuisants nerveusement. On va parler de tout ça parce que ce soir, avec vous, Axel Kahn, on va passer en revue toute l'actualité de ce mercredi en la confrontant à ce que vous écrivez dans ce livre. Et le bien dans tout ça, c'est aux éditions Stock. Il y a un dialogue qui s'opère entre ce que vous avez écrit et ce que l'on vit vraiment précisément aujourd'hui. L'actualité ce soir, c'est d'abord cette situation très difficile. En Ile-de-France, chaque jour, plus de contaminations, plus de patients en réanimation, plus de 1300 aujourd'hui, plus que lors de la deuxième vague. Et face à cette situation, notamment le professeur Jean-Michel Constantin, chef du service de réanimation à la Pitié-Salpêtrière.
Le risque, c'est qu'elle soit pire que la première, sauf qu'au lieu d'être sur 3 régions de France, elle soit sur l'intégralité de la France. Donc on soit dans une situation qui est purement catastrophique. C'est pas faute d'alerter depuis des semaines en disant attention, ça monte, c'est dangereux. Nous, on a là une plasticité qui est très importante, mais qui est en train de toucher ses limites. Donc oui, je ne sais pas quels sont mes collègues qui ont parlé ce matin, mais on est tous dans le même état d'esprit. C'est-à-dire on est inquiets. Et on n'est pas rassuré du tout par ce qui va se passer dans les jours qui viennent. C'est pas dans un mois, c'est dans les jours qui viennent. On est au bout de ce qu'on peut faire en termes d'admission de patients en réanimation. On continue à réouvrir, à pousser les murs. C'est au prix de la déprogrammation. Et déprogrammer, c'est déjà choisir quel patient est-ce qu'on soigne et quel patient est-ce qu'on soigne pas. Et quand on sera au bout de ça, on sera débordé. Donc on ne pourra pas prendre en charge tout le monde. Et de toute façon, même quand on prend en charge tout le monde, il faut se mettre quelque chose dans la tête clairement, c'est que les patients qui sont admis en réanimation, la mortalité en France comme à l'étranger, elle est entre 25 et 30%. Donc la seule façon d'éviter des morts, c'est d'éviter les contaminations pour éviter les passages en réanimation. On a effectivement des patients qui sont plus jeunes, qui ont moins de comorbidités, on a plus de femmes et on a des formes plus sévères. Quand vous entendez ça, Axel Kahn, vous vous rangez du côté du professeur Constantin, vous dites il va falloir faire quelque chose d'autre, il va falloir aller plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui? En fait, c'est même trop tard. Imaginons que l'on prenne des mesures tellement rigoureuses qu'il n'y a plus une seule contamination. Les chiffres de Santé publique France, dans 2 jours, annoncent contamination 0. La situation continuerait de s'aggraver dans les réanimations pendant 15 jours. Et la mortalité continuerait d'être très élevée, voire de s'aggraver pendant 1 mois. Nous sommes dans un système qui a une inertie importante, mais cette inertie, on ne la découvre pas. Elle est parfaitement connue. Et par conséquent, décider de mesures qui sont par ailleurs pas du tout à la hauteur de la situation, alors que l'on est déjà dans cette situation, ne peut en aucun cas convenir. Ce que dit mon collègue est une totale évidence. Mais il faut ajouter un autre point, c'est que rien de ce qu'il vit, qui va devenir en fait largement aussi catastrophique que lors de la première vague, avec 2 différences importantes, c'est que vu que toutes les régions sont à peu près touchées, on ne peut plus faire de manière importante des évacuations sanitaires et on ne peut plus compter sur le renfort de soignants et de médecins d'ailleurs. C'est faux, les réanimations ne sont pas du tout saturées dans toutes les régions, ça c'est pas vrai. Non, elles ne sont pas saturées, mais on n'est pas du tout dans la même situation où il y avait des régions qui étaient totalement libres, alors que là, le taux de contamination est en train d'augmenter partout. Il n'est pas encore très important dans le Finistère, mais en Bretagne par exemple, déjà les Côtes d'Armor sont assez élevées et il y a une situation qui progresse dans toute la France. Ce n'était pas vrai au mois de mars-mai 2020. Géraldine, sur ce point-là? Non, qu'elle progresse, oui, mais on n'est pas encore... moi, je suis étonnée. Enfin, on a 4650 patients en réanimation ce soir, 1386 en Île-de-France. On était monté à 2700 au mois de mars dernier. Donc, je dis pas du tout que rien n'est grave. Simplement, on n'est pas non plus, et je pense que c'est ce que parie le gouvernement, on n'est pas encore non plus à cette situation. Le taux de reproduction du virus, il reste autour de 1, il est un petit peu au-dessus, et c'est le pari que fait depuis janvier le gouvernement de se dire tenir jusqu'au vaccin. Bon, il apparaît que cela n'est pas possible, je suis désolé, risqué. Cela n'est pas possible. Je veux dire, si on va tenir, de toute façon, que voulez-vous, on va forcément tenir. C'est-à-dire que Paris ne va pas être rayé de la carte, bien évidemment. C'est-à-dire que, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va tenir. Mais la situation réelle dans les endroits où on reçoit, où on soigne les personnes aujourd'hui dans l'évolution, nous met dans une situation aussi catastrophique, plus que lors de la 2e vague, mais elle était relativement modérée, et il y a de fortes probabilités qu'on arrive à une situation type la première vague. Mais dans ce livre, vous répondez à ceux qui, qui vous critiquent en disant arrêtez de réclamer toujours plus de mesures, on n'en peut plus, etc. Moi, il faut qu'on vive. Mais simplement, vous dites, toutes ces dispositions ont pour objectif de limiter le basculement dans la situation la plus dénuée de liberté de toutes, la mort des personnes concernées et de toutes les autres. Vous dites que l'alternative, c'est la mort pour certains. C'est-à-dire ce que je discute, c'est important, c'est qu'il y a une grande discussion sur un état, on va dire pratiquement de dictature sanitaire.
avec une entrave considérable aux libertés. Et je rappelle quel est l'intitulé du 4e article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il y a chez les libéraux de 1789 les deux composantes de la liberté individuelle et également l'organisation collective pour respecter les libertés individuelles de la collectivité. Et rien ne nuit plus effectivement à la liberté d'autrui de le contaminer, de le rendre gravement malade, éventuellement de le tuer. Et donc les mesures sanitaires n'ont jamais été en réalité une contradiction avec la notion de liberté telle que les révolutionnaires libéraux de 1789 l'entendaient. Et donc, il faut naturellement qu'il y ait une balance, il faut qu'il y ait une surveillance, mais il est totalement illégitime de hurler à la dictature sanitaire. Mais revenons à ce que Bruno. vous disiez tout à l'heure, il est déjà trop tard, vous dites. Trop tard, selon vous Non, je veux dire trop tard, tout va pas s'écrouler. Je veux dire, il est trop tard pour éviter la catastrophe. C'est D'accord, tout. mais on peut quand même essayer d'en diminuer l'impact. Quelles mesures il faudrait prendre, soit demain avec la conférence de presse d'Olivier Véran, soit... On en a une ce soir qui s'est imposée à l'une de l'actualité avec cette proposition de Valérie Pécresse qui est de dire il va falloir avancer les vacances, il faudrait avancer les vacances en Île-de-France de 15 jours, c'est-à-dire Oui, qu'elle ça débute c'est dès une la bonne semaine prochaine. proposition parce que aujourd'hui tout le monde le sait. On ne le dit pas encore, certains ne le disent pas encore crûment, mais tout le monde le sait. L'un des foyers principaux de contamination sont les écoles et les lycées. Voilà, c'est absolument clair. Le taux d'incidence dans les écoles est nettement plus élevé encore que le taux d'incidence en dehors des écoles. J'ai eu vent de certains tests qui sont faits dans certaines écoles de PCR, en l'occurrence, dont les résultats sont assez étonnants, vraiment assez étonnants. Et on voit très bien quel est le mécanisme. C'est-à-dire les enfants s'infectent, sont infectés, ils sont en famille où il n'y a plus de gestes barrières, bien évidemment, donc ils affectent les adultes qui sont moins résistants au point de vue sanitaire qu'eux-mêmes, etc., etc. Mais je suis tout à fait d'accord que, en revanche, l'arrêt des écoles a un poids considérable pour les élèves qui sont les plus défavorisés d'un point de vue socio-économique, qui n'ont pas les ordinateurs, qui n'ont pas l'aide pédagogique de leurs parents aussi facilement, qui n'ont pas les grands appartements pour travailler à plusieurs. Il n'empêche que, d'un point de vue sanitaire, malheureusement, je crains que l'on ne soit amené à en arriver là. Ça sera une différence. Ce que l'on a décidé jusqu'à présent par rapport aux anciennes mesures, entre vous et moi, il faut appeler un chat. C'est peanuts, quoi. Et s'il y a une mesure... C'est-à-dire la fermeture des commerces, par exemple, de certains commerces. Pas des commerces, des fringues et des godasses. Il n'y a que ça, pratiquement. Les fringues et les godasses. Mais ça n'est pas les achats de fringues et de godasses, vraiment, qui étaient les lieux majeurs de la contamination. Il y a une mesure qui est importante. Mais pas pour les Parisiens, pour les autres. C'est que on est plus contaminé en région parisienne que presque partout ailleurs. Et le fait d'interdire les déplacements entre régions, ça avait été extrêmement efficace pour limiter la pandémie, l'extension de la pandémie en mars 2020, et ça va être efficace pour, on va dire, ralentir l'aggravation de la situation en province, dans les provinces qui ne sont pas trop. Mais le reste, pour l'instant, c'est absolument peanuts, quoi. Donc, quand vous voyez cette situation, quand vous voyez que nous sommes, je crois, ce soir à 563 de taux d'incidence en Île-de-France. En Île-de-France, voilà. Quand vous voyez la situation, en effet, la question n'est pas tellement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus. La question est qu'est-ce que l'on va pouvoir faire. Juste, parce que c'est l'une des informations de la soirée, 3 départements de plus devraient basculer dans ce confinement peanuts, Ça ne va pas échapper. Comme vous disiez tout à l'heure, Rhône, Aube et Nièvre. On attend la confirmation demain du porte-parole du gouvernement. Vous dites dans ce livre, et c'est le point de départ du livre, vous donnez cette phrase de votre père qui vous disait « Sois raisonnable et humain », et vous passez dans ce livre j'allais dire, votre vie au révélateur de cette phrase-là. Est-ce que vous avez réussi à rester raisonnable, à être raisonnable et humain? Être raisonnable et humain, c'est aussi, d'une certaine manière, ce qu'a dû essayer de faire le gouvernement, le président de la République, tout au long de cette crise. Certainement, mais c'est plus compliqué que cela encore. Le président de la République et le personnel politique n'écrivaient pas de livres. Et donc, il n'était pas simplement à se demander est-ce que j'ai été raisonnable et humain.
il se demandait également, est-ce que j'ai des chances d'être réélu en 2022 ? Ouais. Et ça, c'est hors, si vous voulez, de l'injonction et du questionnement moral. D'ailleurs, je reconnais dans ce livre, je parle longuement du problème de l'introduction de l'éthique dans la réalité de la vie politique, de la perspective du bien dans la réalité de la vie politique. Oui, vous dites que l'éthique hors sol, c'est facile. L'éthique, une fois qu'on la confronte à la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. L'éthique, c'est dans le monde, même si on regrette réellement ce qu'il est devenu, si on le combat. Il n'empêche que si on n'essaye pas de suivre la perspective du bien dans ce monde réel, non pas ce monde idéal, c'est comme si on ne faisait rien. J'ai utilisé le terme de peanuts tout à l'heure, ça c'est peanuts. Mais professeur, là vous dites les décisions c'est aussi un peu à l'aune de 2022, c'est-à-dire par exemple la décision de ne pas reconfiner le 29 janvier, vous pensez qu'elle est liée à c'est pas moi qui pense, tout le monde le pense. Vous êtes gonflé de me poser cette question. Vous êtes gonflé. Ça pour le coup, la totalité des questions. La totalité des journalistes le pensent, et oui, mais je comprends bien d'une certaine manière qu'un homme politique désire être réélu. C'est pas malsain d'une certaine manière, honnêtement. Quand même, voilà. Et donc, en pleine crise sanitaire, cela intervienne dans sa stratégie. À un moment donné, il a dit, d'ailleurs Madame Wössner a longuement insisté sur cette totale intolérance au confinement et aux mesures, cette exaspération. Et il a dit, et pour l'instant ça a marché, on va voir pour l'avenir, mais d'un point de vue purement sondage d'opinion, il a dit, je vais apparaître pour celui qui va sauver les Français de la cuillerée de plus d'huile de foie de morue de confinement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va me valoir une bonne popularité. Banco, ça a marché. Bon, ça a marché. Je voulais vous soumettre le slogan, le dernier slogan en date imaginé par le gouvernement, par le Premier ministre, « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». On a cherché, Jean Castex l'avait tweeté ce slogan, mais en fait personne ne le reprend au gouvernement, on l'a cherché dans les interviews de ces derniers jours. Non, on ne retient pas. Et surtout, ce n'est pas le premier slogan qui est mis sur la table par le gouvernement depuis le début de l'épidémie. Regardez. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Dès la semaine prochaine, notre stratégie tester, alerter, protéger sera amplifiée. Courir le risque d'avoir tenu ensemble si longtemps en vain. Nous devons encore tenir ensemble. C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. Voilà. Vous avez une préférence dans tous ces slogans, Axel Kahn ? Restez chez vous, non ? Oh, que voulez-vous ? Restez chez vous, c'était pas mal. Et également, tester, tracer, isoler, protéger. Au moins, c'était opérationnel. Voilà. Si vous me demandez de faire mon choix, je prends ces deux objets-là. Le problème du testé, tracé, isolé, il n'a pas trop marché quand même. C'est parce qu'il n'a pas marché qu'il est devenu le testé, alerté, protégé. Voilà. Il n'a pas marché parce qu'on n'a pas voulu isoler. Il y a eu une grande polémique sur les mesures que l'on mettait en œuvre pour isoler. Et surtout, il n'a pas marché parce que pour qu'il marche, ça il faut se le rappeler, il faut que le taux de contamination soit bas. On ne peut pas le faire au-dessus de 50 de taux d'incidence. Après le confinement Absolument. C'est la grande erreur. Il aurait pu marcher, mais là on n'avait pas assez de tests, etc. Mais surtout, toute la stratégie, c'était, si vous voulez, de prolonger les vacances d'hiver, les vacances de Noël, ou alors se servir des vacances de février, pour terminer le boulot qui avait été débuté par le confinement de novembre, tomber à 50, si vous voulez, de taux d'incidence, et là, avec les capacités que nous avions vraiment d'appliquer la stratégie du tester, tracer, isoler, protéger, éviter ou ralentir énormément la remontée du virus. Oui. C'était ça, la stratégie qui était raisonnable. Je voulais vous donner un chiffre qui vient de s'afficher sur les écrans de BFM TV, ce chiffre donné ce soir à l'instant par Santé publique France, qui annonce 65 373 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en France. C'est beaucoup plus que ces derniers jours. Il y a eu un bug informatique. Voilà, c'est ce que j'allais préciser tout de suite. Il faut faire attention parce qu'il peut s'agir de rattrapage. Voilà, il peut y avoir des rattrapages. Oui, il y a eu des jours que c'était très très bas. Là. Il y a eu des jours, voilà. Ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas de chiffres. Voilà, mais si peut vous voulez, s'agir de rattrapage. je ne vais pas le prendre en considération en tant que tel, et peu importe d'une certaine manière. On ne va pas faire de la microsémiologie, comme certains le font, d'ailleurs je me moque d'eux, en commentant le moindre oscillement de tous ces paramètres. Mais il fallait préciser les choses. La cinétique, elle est mauvaise. La cinétique, elle est mauvaise, et elle est mauvaise de manière totalement normale.
les souches antérieures ont été remplacées par une souche qui est 1,6, 1,7 fois plus infectieuse et qui, de plus, est 60% plus dangereuse. Et il était inéluctable que les choses se passent comme cela. Inéluctable. Axel Kahn, on a beaucoup parlé de Covid, il y a des choses plus inattendues dans ce livre, des sujets sur lesquels on ne vous attend pas forcément, même si on le sait, vous aviez déjà parlé de votre foi. J'ai eu beaucoup de vie, vous savez. Oui, je sais, on le voit dans ce livre. Vous revenez sur les sujets autour de la foi et vous écrivez notamment dans ce livre une lettre à un ami musulman. Ami à qui vous dites dans ce livre, vous me trouverez à vos côtés pour dénoncer tout racisme. En revanche, si vous tenez à imposer les préceptes de votre religion à la République, je m'opposerai à vous de toutes mes forces. Évidemment, ces passages-là du livre résonnent avec ce que l'on vit depuis 24 heures autour de la mosquée de Strasbourg. Faut-il subventionner cette mosquée, comme souhaite le faire la mairie de Strasbourg, alors que derrière ce projet, il y a une association pro-turque qui a refusé de signer la charte des valeurs de la République. Comment vous voyez-vous ce sujet-là qui s'est encore une fois imposé ces dernières 24 heures à la une de l'actualité? Je suis, de ce point de vue-là, sur un positionnement extrêmement classique. La situation, le système qui permet le mieux à chacun de se tolérer, de vivre côte à côte et d'exercer sa foi, de suivre le rituel de son culte, c'est la stricte application de la laïcité qui, en aucun cas, est anti-religieuse. Dans le cas de Strasbourg, le problème n'est même pas tellement d'une dérive intégriste, il s'agit clairement d'une entreprise politique. On sait très bien qu'il existe dans de nombreux endroits en France, des associations turques qui, effectivement, sont musulmanes, mais aucun problème, mais qui, par ailleurs, sont des groupes de pression politique de plus en plus influents et qui ont la capacité, ça et là, je connais quelques villes, même de modifier le résultat des prochaines élections locales. Et donc, dans le cas de Strasbourg, on est typiquement avec un islam politique pro-turc qui veut utiliser un moyen supplémentaire pour diffuser son message. Géraldine Bruno, sur cette question-là. Ça me semble assez clair. Je veux dire, les liens. Il y a deux associations derrière cette mosquée, la Miligorus et le comité de coordination des musulmans turcs de France. Celui-là, elle est directement rattachée au ministère turc des affaires religieuses. Donc, c'en est caricatural, si vous voulez. C'est effectivement un instrument de diffusion de pouvoir, d'une idéologie. Je rappelle quand même que on parle d'un pays, la Turquie, dans lequel les homosexuels sont persécutés quasiment quotidiennement, qui a une conception quand même très, très particulière de la société. Est-ce qu'on veut qu'une mosquée qui accueille 2500 fidèles à Strasbourg diffuse Ce qui va être imparable politiquement, c'est que maintenant il y a la charte. Ça n'a pas gêné apparemment. Oui, mais sauf qu'ils vont faire marche arrière. Parce que là, cette charte, on va suivre ça. Vous la signez ou vous la signez pas, après... On va suivre ça. Et le bien dans tout ça, je ne suis pas sûr que vous parliez de football dans ce livre, Axel Kahn. Alors écoutez, je ne parle pas de football, mais dans le match que j'ai vu, qui m'a permis de dormir un peu avant de venir vous voir, en tout cas, il n'était pas bon. Voilà, allez,